Bonjour à tous, bonjour à toutes ou bonsoir, hein. Ça dépend du lieu où vous nous suivez parce que cette émission, elle passe aussi à la télé, hein. Vous nous appelez un peu partout à travers le monde, vous êtes nombreux, hein, à nous appeler du côté de la France quand l'émission passe à la télé. Merci d'avoir choisi votre émission Le Perroquet pour vous informer parce que c'est une émission à la fois informative, de débat, une émission interactive. Ce matin, nous recevons un homme. Un inspecteur de finances, un inspecteur financier, un acteur politique. Il connaît bien l'administration publique. Pour parler avec lui l'actualité politique, mais aussi de l'économie tout au long de cette émission. Notre invité du jour est monsieur Mohamed Lamine Yayo. Il est inspecteur financier, ancien chef de cabinet du ministère de l'économie et des finances. Actuellement, il est directeur général du patrimoine bâti public. Il est aussi ancien vice-président du CRAC 2015, collectif pour la réélection du président Alpha Condé. Il est également membre du bureau politique national. Il est donc du RPZ Arc-en-Ciel. Hein. Il est du RPZ Arc-en-Ciel avec monsieur Mohamed Lamine Yayo. Nous allons donc aborder l'actualité dans sa partie politique liée aux préparatifs des élections présidentielles, de la convention nationale du RPZ Arc-en-Ciel, de la réponse qu'a donnée le président Alpha Condé à la demande formulée par ses partisans quant à sa possible candidature aux élections présidentielles. On va parler aussi de l'économie liée aux conséquences de la Covid-19 sur donc l'économie nationale. Monsieur Yayo, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour. C'est votre première participation dans l'émission Le Perroquet. Oui, c'est ma première participation. Dans le micro, hein. Nous allons régler le micro, je vous en prie. Nous allons. Le Perroquet, c'est ma première émission. Et c'est avec un réel plaisir pour une joie indicible. Parce que le domaine de la communication, à l'excellence, est un domaine privilégié. Communiquer, c'est un mot codifié. Il repose toujours sur un support. Il appartient à celui qui bâtit le support d'essaimer dans la cité la bonne information ou la mauvaise information. Mais quand il s'agit de la bonne information, elle a son pesant d'or, elle ouvre les esprits, elle donne des illusions réalistes, objectives à ce qui se passe. Et quand c'est la mauvaise information qui est essaimée, elle est synonyme de confusion, elle est synonyme d'intoxication, elle est synonyme d'avatars qui sont à regretter, à récuser, parce que dans un pays, quand la presse joue pleinement son rôle, je dis bien joue pleinement son rôle, c'est que le pays là va toujours aller de l'avant, parce que les éclairages possibles, les faisceaux lumineux sur certaines informations sont donnés. Et c'est ce qu'il faut rechercher dans un pays. Parce que à Guinée, nous sommes dans un pays où les 80% sont analphabètes. C'est votre première participation dans cette émission. Sa particularité, parce que réellement, cette émission, ce sont les auditeurs, ce sont vos concitoyens qui la font, hein, cette émission. Ils ont la possibilité de vous appeler en tant qu'agent public, en tant que fonctionnaire, en tant que directeur d'un patrimoine bâti, d'une direction aussi importante, pour vous interpeller, pour vous demander des comptes sur ce que vous êtes en train de faire, parce que vous êtes au service de la République, vous êtes au service des citoyens. De l'autre côté, vous êtes acteur politique, ils ont aussi la possibilité de vous interpeller en tant qu'acteur politique, et donc ils vont nous appeler au 655 907 907, 657 907 907. Nous allons commencer par votre domaine, le patrimoine bâti public. Comment aujourd'hui se porte ce patrimoine bâti, parce qu'on se souvient de cette sortie du président de la République où il parlait de la récupération des domaines de l'État illégalement occupés. Le patrimoine bâti se porte bien. Il y a 3 ans depuis que nous sommes à la tête de cette direction. Nous avons essayé, à notre arrivée, notre police de service, de faire un état des lieux, voir ce que nous avons comme héritage, c'est le bilan, et au nom de la règle d'or, l'héritage que nous avons, nous l'assumons, nous le gérons, et nous ferons en sorte que, puisque c'est l'action publique dans sa pluralité de dimensions, sa dimension cognitive, sa dimension normative, sa dimension instrumentale,
comme pour dire que nous sommes au service du public. Nous avons essayé donc, tant soit peu, quand bien même l'offre que nous avons est rétrécie, la demande elle est grande, elle est croissante, puisque ce que nous avons porté de main ne peut pas suffire dans le cadre d'une distribution raisonnable, parce qu'il faut distribuer d'abord aux fonctionnaires qui marchent au nom de l'État, à partir de leur bulletin de paie. Donc, la demande est croissante, elle est grande, et l'offre est rétrécie. Nous devons donc, devant toujours une situation d'arbitrage difficile et douloureux, parce que tout le monde ne peut pas être servi. Et parce que le hic aussi, hein, c'est que la plupart des départements ministériels aujourd'hui, très malheureusement, ne sont pas sur les domaines, ce sont des domaines privés. L'État est obligé de payer chaque mois à des particuliers. Or qu'il y a des domaines qui sont occupés de manière illégale. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans la récupération de ces biens qui appartiennent à l'État? Nous nous battons de toutes nos forces décuplées pour que tout ce qui appartient à l'État, nous puissions remettre dans l'escarcelle de l'État. C'est pas chose facile. Il y a des paradigmes qui sont installés, qui résistent un peu au temps. Mais ces paradigmes-là, nous devons faire en sorte que nous puissions les vaincre. Faire en sorte que l'autorité de l'État, sa propriété soit reconnue sur tout ce qui est bâti public. C'est ça notre rôle. Mais nous ne pouvons pas parler du bâti public maintenant sans essayer de faire un tour d'horizon historique. Parce que dans tout ce que nous faisons, en faisant l'état des lieux, il faut tenir compte du présent, bien sûr, mais il faut tenir compte aussi du passé. Il faut dessiner avec dextérité et objectivité le futur. Ces trois faits sont une juxtaposition intime. C'est ce qu'on appelle, en matière philosophique, des extases indissociables dont il faut prendre compte. Un petit tour d'horizon est nécessaire d'être fait à ce niveau. Le bâtiment bâti public a hérité de tous les bâtiments de l'époque coloniale. Le bâtiment bâti a dans son escarcelle tous les bâtiments qui sont réalisés par des projets. Quand un projet réalise un bâtiment public, quand le projet est achevé, quand il est arrivé à sa fin, ça tombe dans l'escarcelle du bâtiment bâti public. Donc tout ce qui est construction de l'État, de logement, quand il s'agit de percevoir des recettes par rapport à ça, le bâtiment bâti public est intéressé. Les domaines bâtis publics, certes, mais les domaines non bâtis ne nous intéressent pas. Donc, par endroit, il y a des squatteurs qui, ça et là, se sont installés. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, notre devoir, c'est de dire le droit, le bon droit, pour que la propriété de l'État soit reconnue. Oui. Mais, dans l'historique du bâtiment bâti, il faut faire, dans le tour d'horizon historique, il faut signaler un point qui a une période charnière. C'est le règlement à l'amiable du contentieux franco-guinéen du 26 janvier 1977, où M. Valéry Giscard d'Estaing, président de la Guinée, président du moins de la France à l'époque, et M. Ahmed Sékou Touré, pour un règlement à l'amiable, parce que les pensions de retraités, la France devait à la Guinée. Tout ce que les Français donc ont laissé en Guinée, on a évalué leur valeur vénale, leur valeur argent, et on a fait une opération croisée. Tous ces biens laissés sont donc revenus dans l'escarcelle du bâtiment bâti. Monsieur le directeur. Mais par argutie, certains Guinéens se sont emparés. Justement. Parce que c'est devenu un serpent de mer. Cette fois, le président de la République en parle. De ça, on a mis en place une commission nationale d'assainissement du bâtiment bâti public. C'est pas la première fois. Elle a été mise en place depuis. Mais les travaux continuent. Et nous sommes en train, aujourd'hui, toutes nos forces décuplées, de nous battre, de faire retourner dans l'escarcelle du bâtiment bâti tous les esprits malins qui, par argutie, se sont expropriés de manière frauduleuse de ces bâtis publics. Quand on parle de la récupération des domaines qui appartiennent à l'État, il y a des dossiers qui reviennent sans cesse. L'opinion n'arrive toujours pas. Une partie de l'opinion n'arrive pas toujours à saisir cette situation. Parfois, on crie à la chasse à l'homme. Ce sont des dossiers qui concerneraient le président de l'IFDG, l'ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo et l'ancien Premier ministre Sidya Touré. Qu'en est-il, monsieur le directeur général du patrimoine bâti? On ne peut pas parler de chasse la sorcière à ce niveau. Il y a ce qu'on appelle
des domaines qui sont considérés comme imprescriptibles, inaliénables. C'est le domaine maritime public. Quand il s'agit des domaines maritimes publics, c'est imprescriptible et inaliénable. Malheureusement, fort malheureusement, je commence par M. Dalin, là où il loge, c'est un domaine maritime public. Et c'est un domaine de souveraineté. Adixine. C'est pas accessible. C'est pas accessible. Mais l'administration, étant ce qu'elle est, elle a profité de sa position privilégiée du moment pour s'arroger le privilège, disons, le privilège d'acheter ce coin. Mais c'est un domaine maritime public. Le domaine maritime public est un domaine inaliénable. En dehors de ça, quand il s'agit des bâtiments de souveraineté, la cession ne peut pas être consacrée. Mais fort malheureusement, la cession a eu lieu. Et le président de la République, dans son esprit d'apaisement, nous a demandé à un moment donné de surseoir à certaines poursuites pour ne pas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, prendre cela et qu'on le mette sous le sceau du règlement de compte de la chasse à la sorcière. Alors, le premier magistrat, quand il se prononce, nous sommes obligés d'en tenir compte dans nos démarches. Mais le domaine maritime public, la caractéristique aussi, c'est quoi? C'est que, universellement, c'est des domaines que l'UNESCO reconnaît comme des domaines classés. Pour procéder à la cession, à leur affectation, à un privé, il faut les déclasser d'abord. Ce déclassement n'a pas eu lieu pour ces cas que vous venez de signaler, mais on a procédé à la cession financière de ces bâtiments. Pour le premier, M. Dalin, il a payé 240 millions de francs pour la cession, pour qu'on lui cède le coin. Et le domaine maritime public, il y a une autre caractéristique. Quand vous êtes en terre ferme sur le continent, vous faites 100 pas, vous avez votre pied dans l'eau. Allez-y, à Dixine, vous allez voir la proximité avec l'eau. C'est le domaine qui ne devait pas être cédé. Et l'ancien... est reconnu universellement par l'UNESCO. Et l'ancien Premier ministre Sidia Touré? L'ancien Premier ministre Sidia, c'est un coin qui était affecté à l'orchestre Horea Band, un orchestre national, Horea Band, qu'on a exproprié pour en faire une propriété privée. Un service ou une institution quelconque, si c'est au service de l'État, c'est réalisable. Mais un privé qui profite de sa position privilégiée du moment ne devait pas chercher, s'arroger le droit de posséder ce coin. Monsieur Mohamed Lamine Yayo. C'est notre point de vue. Monsieur Mohamed Lamine Yayo, vous êtes le directeur général du patrimoine bâti public. Vous êtes aussi un membre du RPZ Arc-en-Ciel. Avec vous, nous allons aussi parler de la politique. Mais avant, on donne la parole aux auditeurs, au roi. Ce sont eux, hein, le roi, parce qu'ils tiennent le fil conducteur de cette émission. Ils peuvent nous appeler pour vous poser des questions au 655 907 907. Bonjour, messieurs. Bonjour, mon frère, comment ça va? Monsieur Diaby Alassane. Merci beaucoup, mon frère Alassane Diaby Alassane, communicant, vice-président Condé. Nos vœux sont très bien. Vraiment, je suis content aujourd'hui de fait que le sujet que tu as mis aujourd'hui, vraiment c'est très important. Je félicite encore l'invité. Je le demande, est-ce que le bâtiment bâti, ça appartient de l'État ou bien ça appartient de la population guinéenne? Pourquoi les opposants guinéens ils ont terminé le bâtiment de bâti là, tout ça là, et le directeur de bâtiment est là. Le gouvernement est là. Il ne peut pas réclamer. Nous nous demandons, mon frère, d'aller au loin, de réclamer, de récupérer tous les bâtiments de bâti. Parce que si tu as vu que la Guinée est en retard, on ne fait pas notre droit en Guinée. Monsieur Diaby. Monsieur oui. Diaby, merci à vous de nous avoir appelés dans cette émission, beaucoup. Le Perroquet. Monsieur le directeur, une réaction, sa question, est-ce que les domaines publics appartiennent à l'État ou à la population? C'est une question d'auditeur. L'action publique est au service des populations. Quand on est dans le domaine public,
on doit être au service des populations. Tout ce que nous entreprenons dans le cadre de l'action publique, devons faire en sorte que les populations se retrouvent dans les choix et dans les grandes décisions que nous prenons. Toute chose qui est action publique, propriété de l'État, par ricochet, est propriété des populations. Il y a quelques années, il y a quelques mois, nous vous avons vu auprès du chef de l'État pour une visite inopinée dans le domaine public. Il y a un projet quand même qu'on appelle projet Grand Conakry Vision 2040. Quelle sera la touche particulière du patrimoine bâti pour la réussite de ce projet? Nous accompagnons à partir des analyses, à partir des comptes rendus, nous accompagnons la première autorité dans toutes ses missions. Parce que nous avons une mission régalienne, celle de servir l'État. Dans cette mission régalienne, notre partition, nous devons faire en fait que nous la jouons pleinement. Dans le cadre de cette action publique, par rapport au patrimoine, il y a lieu de dire que nous dessinons avec dextérité à horizon moyen terme, à horizon lointain, tout ce qu'il y a à dessiner pour que, au-delà du fait que nous engageons une lutte contre ceux qui sont expropriés de manière maladroite, de manière subtile des biens de l'État, nous récupérons ces biens de l'État, mais nous devons faire aussi en sorte que nous puissions agrandir dans le cadre de l'hypothèse des prévisions, nous puissions agrandir ce patrimoine public bâti. C'est pourquoi à Kétaya, sous peu, on a déjà dessiné et l'autorité a accepté la réalisation des logements sociaux là-bas. À Kobaya, on a dessiné la réalisation de logements sociaux. Mais au-delà de cela, le site de Koloma est dégagé pour que les bâtiments administratifs, certains ministères soient recasés là, à ce niveau, pour décongestionner un peu la grande affluence que nous ressentons vis-à-vis de Conakry, où le trafic est intense, pour qu'à partir de là, nous puissions réorganiser sur le plan urbanistique et en intelligence, en rapport intime avec le ministère de l'Habitat, qui dessine le schéma urbanistique et tout ce que nous avons apporté de main comme bâti public, nous mettons à disposition pour que nous puissions transformer Conakry dans un horizon lointain 2040. Monsieur. Et cette vision du président Alpha Condé est une vision onirique à laquelle nous acquiesçons, à laquelle nous jouons notre partition pour qu'elle soit une réalité tangible au service exclusif des populations guinéennes et de l'État guinéen. Parce que quand on est agent du service public, on doit être mû par cette volonté. Monsieur cette Mohamed. Volonté de servir, pas cette volonté de se servir, en profitant de certaines situations où votre situation privilégiée vous permet d'avoir accès à un bien qui n'est pas le vôtre, qui est un bien de l'État et qui n'est pas cessible à certains endroits, comme je l'ai dégagé tantôt plus tard. Monsieur, dans mon introduction. Monsieur Mohamed Lamine Yayo, nous allons ouvrir le volet politique, mais avant, on va donner la parole à cet auditeur-là. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour mon grand journaliste. Monsieur Ali Akansoba. L'enfant de Dingraï. Bienvenue dans cette émission. Vous avez une question? Donc, moi, ce que je vais le demander, c'est par rapport à ce que moi j'étais à Caporal. Maintenant, notre concession, si le marché sont posés, ils sont datés le mercredi. Pourquoi sans avertissement, s'ils veulent récupérer leur demande, soi-disant demande de l'État? Parce que moi je pense qu'il y a beaucoup de ministres et beaucoup de cadres qui sont dans le domaine de l'État, c'est les pauvres citoyens qui sont en train de fatiguer. Ouais. Mais monsieur Ali Akansoba, merci à vous de nous avoir appelés. C'est un déguerpi qui parlait à l'instant même. Hein. Il dit que ils ont été déguerpis à Caporo sans qu'il y ait d'avertissement. C'est devenu quand même une sorte de serpent de mer. On accuse souvent vos services de venir déguerpir qui est des pauvres citoyens. Qu'est-ce que vous répondez
à ceux qui affirment cela, monsieur le directeur? Le patrimoine bâti public, la direction du patrimoine public est un segment de l'État. Nous jouons notre partition. Quand il s'agit de faire des guerpilles et de dessiner la politique d'urbanisation et qui est déjà réalisée, c'est le ministère de l'Habitat qui est en première ligne. Nous, c'est quand la réalisation est faite sur un bâti non public et qui devient un bâti public, on met ça dans l'escarcelle de la direction du patrimoine bâti. En tant que segment de l'État, notre rôle intervient à ce niveau. Les politiques liées au déguerpissement, nous les soutenons parce qu'il n'est pas normal qu'un domaine qui est réservé, les domaines fonciers, les domaines maritimes, tout domaine de l'État, quel qu'il soit, il n'est pas normal qu'un privé puisse s'en saisir pour en faire une propriété privée et bâtir là-bas quelque chose sans se référer au ministère de l'Habitat. Et souvent, quand on parle des dossiers de Cellou Dalein Diallo, de Sidya Touré, on fait référence aussi au domaine qu'occupe le ministre secrétaire général de la présidence, M. Kiridi Bangoura, tout près d'ici. Ça n'a pas, c'est pas un domaine. Non, c'est pas un domaine qui était dans l'escarcelle de l'État. C'est un domaine privé. Il a acheté avec les coutumiers. C'est pas un domaine public. C'est important de lever ce point de voix. C'est pas un bâti public. C'est important de lever, d'apporter cette précision-là. Nous allons donc continuer le cours normal de cette émission, le Perroquet, qui reçoit ce matin comme invité M. Mohamed Lamine Yayo. Il est directeur général du patrimoine bâti. Il est aussi membre du RPG Arc-en-Ciel. À présent, ouvrons le volet politique de cette émission. Récemment, le RPG Arc-en-Ciel a tenu sa convention nationale à Conakry. J'imagine que vous avez pris part à cette convention nationale en tant que membre du RPG Arc-en-Ciel. Activement, vous dites? Activement, je suis membre du RPG Arc-en-Ciel en remontant la nuit des temps, depuis 1991, dans la clandestinité, avant même qu'on ne libère les partis politiques, par conviction et par idéal. Et aujourd'hui, nous sommes très ravis que cet idéal-là, ce que nous avons voulu qu'il soit, cet idéal-là, aujourd'hui, est réalisé par le président fondateur du RPG, il faut noter sans complaisance, le président Alpha Condé. Quand on regarde les travaux gigantesques qui ont été réalisés depuis 2010, au regard des transformations positives réalisées depuis 2010, au regard de toutes les mutations politiques, mutations positives sur le plan économique, sur le plan social, tous azimuts dans tous les domaines réalisés depuis 2010, et nous sommes fiers de ce résultat. Certains disent non, c'est mitigé, certains disent globalement il est négatif. J'ai dit tout à l'heure dans mon introduction qu'avant de parler du présent, il faut parler du passé, il faut parler du présent, mais il faut parler aussi du futur. Ces trois faits sont dialectiquement liés. Ces trois faits constituent des extases indissociables qu'il faut prendre compte. Le président Alpha Condé a pris la Guinée en 2010, mais quand il venait au pouvoir, quelle était la situation, par exemple, économique, nous, dans notre domaine? Hérité d'un pays et non d'un État? Non, ce n'est pas par rapport à ça. J'ai dit bien, passons au crible de l'analyse, la situation, par exemple, économique. Quand vous prenez l'inflation, l'inflation était à 21,7%. Je dis bien, les gens qui ne sont pas notre terrain de prédilection, je suis obligé de dire certaines définitions, de dégager certains concepts pour que le public puisse comprendre. L'inflation, c'est quoi? C'est une détérioration économique caractérisée par une hausse généralisée des prix et qui joue sur le panier de la ménagère, qui vient approprier encore davantage le pauvre. Parce que le plan du taux de change, quand il y a une détérioration, il y a un déséquilibre généralisé qui amène une hausse généralisée des prix, le panier de la ménagère est érodé. Une inflation qui était 21,7%. Dans la typologie de l'inflation, les éditions d'Alos, à la page 434, il y a la typologie de l'inflation, 3 stades. Il y a l'inflation larvée, rampante, quand annuellement c'est de 3%. Il y a l'inflation ouverte et déclarée, quand c'est la fourchette de 3 à 6%. Au-delà de 6%, on est dans l'hyperinflation ou l'inflation galopante. On était à ce stade à 21,7% d'inflation.
L'endettement du Trésor auprès du système bancaire, il était de 6 600 milliards. La balance commerciale, c'est-à-dire le solde viable, le déficit de la balance commerciale était chroniquement déficitaire. La Guinée n'importait presque pas. Donc la courbe à l'importation n'existait presque pas. La courbe à l'exportation n'existait presque pas. On ne faisait qu'importer, consommer. Le secteur primaire. Donc sur le plan économique, le tableau était sombre. Hein? Le secteur primaire était désarticulé. Quand on prenait le secteur des mines, les gens aiment dire oui, et c'est réel. La Guinée a 40 milliards de réserves minérales. En termes de teneur, 40 à 58%. La Guinée a 20 milliards de réserves en termes de bauxite. Et pour une teneur comprise entre 50 et 68%. La Guinée a 7 à 10 millions de tonnes d'or, 32 millions de carats. Quand vous êtes dans un pays comme la Guinée, où sur le plan des mines, le secteur minier est grand. Quand le président Alpha Condé est venu au pouvoir, on a fait ce qu'on appelle un audit du cadastre minier. Yeah. L'audit du cadastre minier a permis de découvrir quoi? 818 permis inactifs. Le code minier a été revu. Le code minier a été revu pour que nous puissions, avec la création de la direction qui avait maintenant en charge de veiller sur le patrimoine immobilier de l'État, la SOGIPAMI, défendre les intérêts de la Guinée. Défendre les intérêts de la Guinée. Dans ce code minier, l'apport au produit intérieur brut était de 1,9%. Mais aujourd'hui, avec le recul du temps, l'apport aujourd'hui est de 20%. Mais qu'est-ce que le secteur minier a fait aujourd'hui? Le secteur minier a eu un impact positif sur les collectivités. Monsieur le directeur, nous y reviendrons longuement. Mais permettez, parce que l'une des particularités de cette émission-là, c'est quand même la participation des auditeurs. Vous allez tout le temps de développer, de nous donner des chiffres, parce que c'est ça aussi l'économie. Quand vous parlez, il faut soutenir à travers des chiffres. Mais permettez, nous allons retrouver cet auditeur-là. Bonjour, monsieur. Oui. Bonjour, monsieur Barry. Bonjour, monsieur Yayou. Monsieur Sila Sekou, vous nous appelez de Ratoma. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Oui, bonjour à toute votre équipe. Et je dis encore le bonjour à votre invité, monsieur le directeur. Je suis très ravi pour l'explication par rapport à l'économie de ce que j'ai compris réellement que d'ailleurs je savais déjà parce que je vous ai connu au ministère des Finances et qu'aujourd'hui vous maîtrisez réellement les détails. C'est ce que je voulais, est-ce que vous pouvez avoir tout le temps de passer dans les radios, donner des explications comme ça, parce que ce que nos détracteurs disent dans les radios montre aux Guinéens qu'on ne fait que bêtement et à vil prix nos ressources naturelles. Donc si vous pouvez chaque fois avoir le temps venir nous donner des explications comme ça nous fera plaisir. Ma question était est-ce que vous pouvez maintenant enlever les réclamations des patrimoines publics d'État, comment dire, sur le papier, aller sur le terrain, vers la pratique, enlever ces personnes-là dans les maisons? Parce que nous savons, Conakry est bien situé. Il y a plusieurs parties où c'était construit par Sékou Touré, Ahmed Sékou Touré, paix à son âme. Il n'y a que des cités de 8 novembre à Dabondi. Ce n'est que les parties des maisons publiques là-bas. Donc en clair, monsieur Sila Sekou, vous demandez donc à la direction générale du patrimoine bâti d'aller sur le terrain, récupérer ces domaines occupés de manière illégale. Merci à vous. Excusez-moi, je vous en prie, monsieur. Je vous en prie. Toutes mes excuses. Merci de nous avoir appelés. Vous êtes largement compris. Monsieur le directeur, nous étions là en train de parler de l'économie. Mais bon, ce sont les auditeurs qui tiennent le fil conducteur de cette émission. C'est-à-dire, ils nous envoient là où ils veulent. Ce monsieur-là vous demande d'aller sur le terrain. De déloger des gens qui occupent de manière illégale ces domaines qui appartiennent à l'État. Qu'est-ce que vous lui dites? Vous le rassurez ce matin? Vous le rassurez? C'est une bonne logique. Nous sommes inscrits dans cette logique en fonction des instructions
qui sont sur notre feuille de route. Instructions reçues par le président de la République. Entre parenthèses, la direction générale du patrimoine relève directement de l'autorité de la présidence du ministre directeur de cabinet et donc de l'autorité du président. Nous avons beaucoup engagé sur le terrain des démarches. Une commission nationale d'assainissement est là aujourd'hui, elle continue son travail. Et chaque fois quand il est question de récupérer un bâtiment public de l'État, nous n'hésitons pas. Nous utilisons tous les moyens légaux qui sont à notre disposition pour le récupérer. Tous les moyens légaux, je dis bien. Parce qu'il faut toujours se faire en sorte que le bon droit soit du côté de l'État. Pour ne pas que les citoyens pensent que l'État a toujours un caractère répressif. J'appelle ça la démarche pédagogique. Dans le cadre de cette action publique, au-delà de ce que j'ai indiqué tout à l'heure, sa pluralité de dimensions, nous intégrons l'hypothèse sociale. Nous faisons en sorte que chaque fois quand il faut déguerpir les gens, il y a des mesures d'accompagnement. Et l'autorité nous a donné mandat de cela. Regardez les tours de Boulminé. Dans quel état de délabrement les tours de Boulminé étaient. Est-ce qu'aujourd'hui les tours de Boulminé ne sont pas éliminés, ne sont pas écrasés? Si. Regardez un peu vers Printania. Tout ça, c'est l'action publique. Tout ça sont les actions salvatrices. La direction du patrimoine bâti, mais l'intelligence et en harmonie avec l'autorité administrative qui nous commande. On va parler du bilan du président Alpha Condé. Vous étiez en train de donner des chiffres, mais on redonne la parole à cet auditeur très rapidement. Hein? Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur Barry. Bonjour à votre éminent invité, monsieur Yayo. Oui. Monsieur Ibrahima Kallo, vous nous appelez de Sonfonia. Bienvenue dans cette émission. Hein? Je vous appelle maintenant d'équipe juste à côté de vous. Ah, bienvenue dans cette émission. Hein? Je vous remercie. Et je pose deux questions rapidement au directeur et un peu de commentaires. Ah non, posez des questions ce matin, s'il vous plaît. Parce que là, le temps file. Hein? Je vous en prie. Allez-y. Il n'y a pas de problème. Au cité ministériel, il y a beaucoup de personnes qui ont transformé le building administratif pour leurs besoins personnels. Est-ce que vous avez un plan pour pouvoir découper les gens aussi vers le cité ministériel? On a vu des buildings construits sur le terrain de l'État. S'il vous plaît, gardez la ligne. Gardez la ligne. Oui, monsieur le directeur. En la matière, dans le micro. En la matière, il n'y a pas de discrimination négative. En la matière, nous faisons en sorte que le bon droit soit dit. Pour que le bon droit soit dit, tout le monde doit être logé à la même enseigne. Il n'y a pas d'exception. Quand il s'agit du bâti public, j'ai dit qu'un bâti public, on ne peut pas le sortir de l'escarcelle. Vous pouvez nouer des contrats avec l'État en fonction du délai contractuel. Vous pouvez soit avoir des baux commerciaux, soit avoir des baux à construction, soit avoir des baux amphithéotiques. Mais au bout du compte, au terme du bail, procéder à l'État revient encore dans l'escarcelle. C'est pour dire tout à l'heure, comme j'ai dit, les biens publics, les bâtis publics de l'État sont inaliénables et imprescriptibles. Et ne sont pas cessibles. Monsieur Kallo, Ibrahim. La deuxième question, c'est concernant un terrain collé à la station d'arrêt Hôtel Kaloum à Ville. Il appartient à un monsieur que le patrimoine bâti a dit que c'est pour l'État. Mais je constate que c'est la famille qui loge là-bas pendant des années, des dizaines d'années, sans payer aucun franc à l'État. Mais la devanture est au compte du patrimoine bâti. Comment fait-il que c'est possible? Excusez-moi, ces cas d'espèce, ne sont pas réalisables. Les bâtiments chez nous sont répertoriés de Kaloum à Matoto. Et quand le bâtiment est répertorié, les bâtiments sont répertoriés. Quand le bâtiment est répertorié, je ne vois pas par quelle argutie on peut déposséder l'État. Ce n'est pas possible. Monsieur Ibrahima Kallo. Je le remercie infiniment. Moi-même, je verrai les personnes pour venir dans son bureau pour pouvoir l'expliquer exactement ce qui se passe là-bas.
Je vous remercie. Avec beaucoup de plaisir, vous serez le bienvenu, monsieur. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Ibrahima Kallo. Vous étiez en train de parler du bilan du président Alpha Condé dans le domaine économique. Vous avez dit, le président Alpha Condé a trouvé une économie totalement en lambeaux. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression qu'il a réussi quand même à redonner une meilleure santé à notre économie? Est-ce que notre économie se porte bien aujourd'hui par rapport à 2010, naturellement? Par rapport à 2010, j'ai commencé tout à l'heure de dégager, de dire l'état de la situation. Les réformes ont continué au niveau du budget. Nous avons noué des lettres de performance avec les deux grandes directions, la direction générale de la douane, la direction générale des impôts. Le taux de pression fiscale était de 15% par rapport au produit intérieur brut. En peu de temps, l'élargissement de l'assiette imposable, la bonne gestion de la matière fiscale nous a ramené à un taux de pression fiscale de 18,84% au niveau des impôts et au niveau de la douane. Au niveau du trésor, le principe du décaissement à base caisse, c'est-à-dire on accorde la primauté à la rentrée des recettes avant qu'on ne fasse les dépenses. Ça nous a amené à un moment donné à zéro d'endettement du trésor par rapport au système bancaire. Tous les agrégats ont été revus, toutes les tendances ont été revues à la hausse. On a inversé les tendances. Et 2 ans ont suffi, je dis bien 2 ans, pour que les partenaires techniques financiers les plus importants, la Banque mondiale et le Fonds monétaire, accordent à la Guinée le brevet de bonne conduite, le cutus, avec la remise, le dégonflement de la dose de la dette, la pyramide de la dette, qui était de 3 milliards 100 millions de dollars à 2 milliards 100 millions, ce qui faisait 75% de la dette guinéenne, la dette extérieure. Au niveau des réformes, les réformes ont continué. On a mis en place une commission d'appel fiscal pour qu'au niveau, par exemple, des impôts, quand quelqu'un pense qu'il est surimposé, qu'il puisse faire recours à cette commission composée de magistrats pour que l'arbitrage se tienne à ce niveau. 2 ans ont suffi pour que le brevet de bonne conduite soit accordé à la Guinée. Vous pensez que cette bailleur de fonds, ces partenaires techniques financiers peuvent faire une complaisance? Que dire de la sécurisation des recettes? C'est important de mobiliser des recettes. Est-ce que des réformes réelles ont été engagées dans le domaine de la sécurisation de ces recettes-là? On a procédé à la dématérialisation des documents. La dématérialisation des documents et la saisie informatique, c'est-à-dire le choix de l'option du numérique, ne permet plus les fraudes. Donc, ça, c'est un principe universel de sécurisation des recettes. Elle est aujourd'hui une réalité tangible. Vous pouvez partir demander. Et avec cette réalité tangible, les recettes sont sécurisées et la Guinée continue son petit bonhomme de chemin avec l'accompagnement de ces institutions qui sont les leaders, mais avec d'autres bailleurs de fonds. Le plan national de développement social, le PNDS, le PNDS tient bien la route. Je vous dis, par exemple, dans le secteur minier, on était à 1,9% en 2010 d'apport au produit national brut. Aujourd'hui, nous sommes à 20% d'apport au produit national brut du secteur minier. Nous allons donner, monsieur le directeur, excusez, nous allons redonner la parole à cet auditeur-là avant de vous revenir. Bonjour, messieurs. Donner, monsieur le directeur, excusez, nous allons redonner la parole à cet auditeur-là avant de vous revenir. Bonjour, messieurs. Bonjour, c'est Mohamed Lamidari. Doyen Alpha Khalidou Diallo, bonjour et bienvenue dans cette émission. Hein. Je vous remercie. Je dis bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Bonjour à votre invité, M. Yayo. Tout à l'heure, j'ai entendu M. Yayo parler de 2 individus dans notre pays. Il y a longtemps que j'ai entendu parler de ces 2 individus-là. De 2011 à nos jours. L'une s'appelle Sidia Touré. L'une s'appelle Mamadou Soulou Galen Diallo. Ces 2 personnes-là nous dérangent vraiment dans notre pays. Je vous demande humblement de les dégager, de récupérer ces domaines
de nous tympaniser tous les jours, de 2011 à 2020, on parle que pour les deux personnes. Première question. Deuxième question. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'économie guinéenne. Est-ce que les 20 millions de dollars qui étaient volés à la Banque centrale l'autre fois, interceptés à l'aéroport international de Dakar, est ramené dans la Banque centrale? Si oui, continuez de parler de l'économie. Sinon, on ne parle plus de l'économie passée. Doyen, 20 millions de dollars. Doyen Alpha Oui, Khalidou Diallo. Oui. Oui. C'est ça vos questions? Oui, Vous avez fini? Si le 20 millions là n'est pas ramené, c'est pas la peine de nous parler de l'économie guinéenne. L'économie guinéenne, c'est pour quelques individus. Merci, vous êtes largement compris. Sa première question, quand on parle de la récupération des domaines publics, des domaines qui appartiennent à l'État, on fait allusion tout de suite à Cellou Dalein Diallo, aux anciens premiers ministres. Selon lui, Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré. Il dit, pourquoi ne pas récupérer maintenant là pour arrêter d'en parler? Pourquoi ne pas régler cette question une fois pour toutes? Notre volonté, elle est claire. Je vous dis qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures. La Commission nationale d'assainissement du fichier est en train de travailler. Les résultats des travaux, nous les améliorons de jour en jour. Les travaux ne sont pas encore clos. Nous sommes dans l'offensive et je crois que, à la satisfaction du public, le dénouement sera heureux pour l'État. Vous parliez de l'économie. Il a fait référence à cette affaire qui a fait gros bruit dans la cité. C'est cet argent-là, on parle de millions qui ont été saisis à l'aéroport international de Dakar. Qu'en est-il aujourd'hui? Je n'ai aucune idée. Je n'ai pas de preuves. Vous savez, en matière de communication aussi, l'apport de preuves est un élément extrêmement important. Il faut des preuves. J'ai dit tout à l'heure que votre domaine est un domaine complexe. S'il n'y a pas d'apport de preuves, on ne peut pas gérer un pays à partir des rumeurs. Il faut qu'il y ait l'apport de preuves. Mais ce qui est évident aujourd'hui, la volonté politique est là. Parce que la bonne gouvernance est consacrée. C'est pourquoi les partenaires techniques financiers nous accompagnent. Si la bonne gouvernance n'était pas là, la moralisation de la gestion publique n'était pas une réalité tangible, ces partenaires techniques n'allaient pas nous accompagner. Vous avez vu par rapport au PNDS, les levées de fonds annoncées au Club de Paris. Ces levées de fonds, ce n'est pas par fantaisie, ce n'est pas des démarches philanthropiques que les partenaires techniques financiers font. Aujourd'hui, la Guinée rassure sur le plan international. La Guinée rassure. Le climat d'affaires est assaini. Le climat d'affaires, dans le cas du Boeing Business, la Guinée a toujours amélioré son score. Vous ne pouvez pas venir en Guinée aujourd'hui, vous voulez bâtir une société, vous engagez vos dossiers, et en moins d'une semaine, vous avez votre document qui vous permet de vous installer et d'exploiter. Ça rassure. Donc, les documents administratifs pour créer un start-up, quand vous les engagez, aussitôt, vous pouvez avoir à portée de main ces documents. Ce qui rassure. Et la Guinée, dans le cadre de ce domaine-là, a amélioré son score. Nous avons un autre auditeur, monsieur le directeur. Nous avons un autre auditeur. Bonjour, monsieur. Bonjour, vous allez bien? Alhamdoulilah. Votre nom, vous nous appelez d'où? C'est Diallo Mamadjani du Koloma. Monsieur Diallo, allez-y très rapidement. Bon, mes deux questions sont les suivantes. La première question, êtes-vous pour ou contre le troisième mandat? Ça c'est ma première question. La deuxième question, le cas où le président de la République, Alpha Condé, va dire non, il ne se présentera pas. Est-ce que LCD Argentine aura un secours? Merci à vous, messieurs. Diallo, de nous avoir appelé. Ça, c'est le volet politique proprement dit. Le 7 août dernier, les rideaux sont tombés sur la Convention nationale du RPG Arc-en-Ciel. Vous avez décidé, à l'unanimité des congressistes, des conventionnistes, de porter votre choix, votre confiance au président public, le président Alpha Condé, pour qu'il soit candidat du parti aux élections présidentielles du 18 octobre prochain. Il dit, est-ce que vous, monsieur Mohamed Lamine Yayo, vous êtes pour que le président de la République fasse
un autre mandat à la tête de la Guinée. Lui, il dit le troisième mandat. Vous savez, en matière politique, il faut accepter le principe de la démocratie. Le principe de la démocratie, c'est quoi? Le principe de la démocratie, c'est le choix. Au niveau du RPG Arc-en-Ciel, toutes les bases se sont réunies, les bases militantes. Les conventions ont eu lieu. Toutes les conventions se sont prononcées. Les conventions régionales. Se sont prononcées. C'est l'expression démocratique. L'expression démocratique, il n'y a pas de restriction à la matière. Soit on est démocrate, soit on n'est pas démocrate. Mais quand les conventions se réunissent, décident unanimement, et cela a été entériné par le bureau politique du RPG Arc-en-Ciel, on parle de troisième mandat. Troisième mandat, oui, par rapport à quoi? On est dans une nouvelle constitution. Les constitutions, la constitution de 2010, elle n'était pas une constitution parfaite. D'ailleurs, la perfection n'existe pas dans une œuvre humaine. Tout doit être circonscrit par la loi de la relativité. Donc pour on vous, ne doit pas s'ériger. Donc pour vous, on ne doit pas parler de troisième mandat. Nous sommes dans une nouvelle république, la 4e république. Dans une nouvelle république, les différents postulants, d'où qu'ils viennent, ils sont autorisés. Mais nous, notre candidat, j'ai dégagé tout à l'heure quelques faits qui prouvent qu'il a un bilan défendable. Et qu'au regard de son bilan, il est l'initiateur de beaucoup de transformations, de beaucoup de mutations aujourd'hui positives, que les gens, par mauvaise foi, cherchent à taire ou à nier. Alors nous, le RPG, nous disons que notre champion a encore des valeurs cardinales, des vertus, a encore des ressources, encore des ressorts intellectuels, en pleine possession de ses facultés, par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à ce qu'il a réalisé, et par rapport au futur. Si notre base militante soutient ce candidat, vous voulez que nous disions, puisque cette constitution, elle est nouvelle, et il lui est loisible d'être postulant, d'être impétrant. Vous voulez qu'on dise non, il n'est pas impétrant parce qu'il a fait 2 mandats. C'est une vue de l'esprit, et cette vue de l'esprit, elle est surannée. Je prends acte de votre demande, a dit le président Alpha Condé. Je vous répondrai, mais il a posé des conditions. Monsieur Diallo, notre auditeur, il dit, au cas où le président de la République déclinerait, ces conditions seront assouvies. Ces conditions seront assouvies. Vous êtes prêt à aller rencontrer ces citoyens? Vous voyez déjà que dans son attitude, c'est un démocrate. Il a dit qu'il faut qu'il y ait ça, il y a ça au niveau de son parti. Il faut que les dirigeants à tous les niveaux, et nous faisons d'ailleurs cette intervention bréviaire, que les dirigeants à tous les niveaux tiennent compte de ce bréviaire pour faire peau neuve, être près des populations, être près de nos militants. Je suis obligé de dire que le RPG a payé un lourd tribut dans la conquête du pouvoir. La conquête a été prolixe. Il y a eu tant de mortifications. À un moment donné, en 1993, toutes nos préfectures qui étaient considérées comme nos bastions ont été investies. Il y a eu des hécatombes, ça et là. Notre première victime, nous l'avons recensée à côté de Cobank. Le jeune Condé qui venait d'arriver d'Abidjan. On a convoqué le président Alpha Condé à l'époque à la police judiciaire. Après, quand la population en liesse, ses militants, et frétillait de joie pour le ramener, on a tiré sur Condé à bout portant. Beaucoup de nos préfectures ont été investies. Il y a eu beaucoup de morts. Le RPG a payé un lourd tribut. Mais nous n'avons jamais excellé dans la jérémiade victimaire. Respecter l'éthique, une éthique
faire en sorte que la Guinée soit considérée comme notre maison. Le président Alpha Condé dit, c'est bien, c'est beau, c'est joli, de rendre hommage à ces militants, à ces braves militants qui vivent dans l'anonymat, mais qui tirent le diable par la queue. Mais il faut aller les rendre visite. C'est un message il fort. faut faire quelque chose pour eux. C'est un réquisitoire sévère contre certains cas du RPG Arc-en-Ciel. Nous considérons cela comme un bréviaire. Dans un mouvement politique, tout n'est pas parfait, tout n'est pas rose. Il a dénoncé des insuffisances. Ces insuffisances-là, nous faisons nôtres, nous les intégrons et nous en faisons un bréviaire. Comme il l'a demandé, c'est corrigible. Tous les responsables du RPG Arc-en-Ciel, à quelque niveau que ce soit, nous emploierons à ce que ça soit corrigé dans un bref délai. Et pour que notre requête, elle soit acceptée et assouvie. Parce que l'homme a à portée de main un bilan. Avant de redonner... Un bilan qui est défendable. Avant de redonner la parole à cet auditeur-là, l'autre question de M. Diallo, il dit au cas où le président déclinerait cette demande de ses partisans, de votre demande, est-ce que vous avez un plan B? Vous savez, ça c'est une question, elle est libre de poser la question. Mais je vous ai dégagé tout à l'heure ma prise de position. C'est une éventualité qui est exclue. Cette hypothèse-là, elle est exclue. Et 655 907 907 657 907 907, vous êtes à l'écoute de votre émission Le Perroquet du groupe Évasion. Ce matin, nous recevons comme invité M. Mohamed Lamine Yayo. Il est directeur général du patrimoine bâti public. Il est aussi membre du RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir. Nous avons un autre auditeur en ligne. Bonjour, monsieur. Bonjour, M. Barry, et bonjour, auditeurs et auditrices de la radio Évasion. Apparemment, vous avez des voix multiples. Hein. J'ai du mal maintenant à reconnaître votre voix. Mais si je ne me trompe pas, c'est M. Sidibé Aboubakar. C'est M. Sidibé Aboubakar. Merci beaucoup, M. Barry, et je dis bonjour à M. Yayo, sans oublier l'honorable Dr Denis Soufoukéta partout où il est. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Je l'ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Mais moi, ma question, c'est de savoir qu'est-ce que M. Yayo, en tant que directeur de patrimoine bâti public, envisage pour récupérer, n'est-ce pas, les bâtiments appartenant à l'État. Et tout récemment, lors du Conseil de ministres, le 30, je crois, juillet dernier, le porte-parole du gouvernement a fait cas de plus de 170 milliards que l'État perd dans le cadre pour dépenser, n'est-ce pas, c'est-à-dire les locations des ministères, habitant les ministères, les structures étatiques. Qu'est-ce que les gens là envisagent? Parce que j'ai comme l'impression que ceux qui sont dans les bâtiments publics ne payent pas l'État. Où va l'argent là? C'est la question que bon nombre de Guinéens se posent. Merci, bon suite de programme. Merci à vous. Hein. C'est vraiment... Les auditeurs ont le droit de poser toutes les questions parce que ce sont eux le roi. Oui, ils vous posent. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour la récupération des domaines? Vous avez quand même annoncé dans cette émission la mise en place d'une commission d'assainissement. Ce n'est pas la première fois. La Commission nationale d'assainissement du fichier continue son petit bonhomme de chemin. Notre volonté, elle est inébranlable pour récupérer tous les bâtis publics, tous les domaines de l'État, où par argutie, à des moments donnés, certains Guinéens se sont appropriés. Nous ferons en sorte que nous les exproprions et que tous ces bâtis publics retournent dans l'escarcelle de l'État pour le bien des populations. 655 907 907 657 907 907. Bonjour, monsieur. Oui. Bonjour, monsieur Barry. Bonjour, monsieur Yayo. Bonjour à tous vos auditeurs. Monsieur Mouri Traoré, bonjour et bienvenue dans cette émission. Oui, j'ai écouté attentivement monsieur Yayo, mais je suis un peu perdu parce que chaque fois qu'on parle de récupération des bâtiments appartenant à l'État, je trouve de recensement, il y a ceci, il y a cela. Moi, j'ai la preuve de ce que je dis. Monsieur Yayo, il y a une maison inhabitée à Sanfil, 4e étage, appartenant à monsieur Touré. Ça fait 3 ans la maison est inhabitée. Les éléments sont partis faire l'enquête avec un huissier, filmé, cadenassé. On vous a rendu
compte, qui refuse d'appuyer à notre fonctionnaire parce que lui, il est protégé par quelqu'un de la présidence. En ce moment, vous êtes là-bas, pourquoi? Vous allez échanger directement. Vous allez échanger directement, monsieur le directeur. Vous avez écouté monsieur Mori Traoré? C'est Morlaye. Mori Traoré, oui. Il s'agit de monsieur Morlaye Karo. Vous savez, la loi nous interdit de déguerpir en saison pluvieuse. C'est la loi qui l'interdit. Quand la saison pluvieuse va finir, nous avons beaucoup de cas d'espèces recensés. Nous ferons une offensive pour récupérer tous les bâtiments inoccupés par des gens qui font le vide il y a des années et il y a des années. C'est dans notre programme. Je connais l'intéressé, il travaille à Soapeti. On a déjà affecté. C'est amorcé. On attend la fin de la saison pluvieuse. Pour occuper les lieux, faire occuper par une autre personne. Monsieur Mori Traoré. Monsieur Yayo, 3 ans. Saison pluvieuse, 3 ans. Le monsieur a cassé. Il a décanassé l'autre jour. Parce que moi-même, j'ai suivi le dossier. Est-ce que vous êtes informé de ça? Il garde la maison pour ses enfants qui étudient à l'extérieur. Lui, il travaille à Soapiti. Il a une maison ailleurs où il loge. Les personnes qui sont protégées, si vous le protégez, les faibles, vous demandez les faibles de sortir. 2 poids, 2 mesures. J'ai beaucoup de respect. Je suis RPG, c'est comme vous. Mais quand le travail n'est pas bien fait, d'abord j'ai voulu vous rencontrer. Quelqu'un m'a dit, hey, il ne faut pas rencontrer M. Yayo. Il n'ose pas prendre sa responsabilité. Ce qu'on m'a dit, c'est ce que je te dis en direct. Merci. Et il y a l'autre maison aussi au niveau de Donka. Donc vous avez l'impression que seuls les pauvres sont déguerpis, hein? Parce que oui, ils n'ont pas de protection. Moi, il suffit que tu parles au nom d'un ministre devant M. Yayo, il dit, bon, il y a des documents. Il dit à ces gens, arrêtez d'abord, je ne veux pas de problème. Merci à vous, monsieur Mori Traoré. Alors, ce sont là des accusations. Hein? Non, elles sont fortuites, elles sont gratuites. Elles sont fortuites, elles sont gratuites. Peut-être que monsieur ne me connaît pas bien. Il ne me connaît pas bien, il ne connaît pas la nature de l'homme que je suis. Quand il s'agit de faire appliquer le droit, je l'applique. Je l'applique intégralement, in extenso, sans recul. Je ne suis pas de cette catégorie guinéenne qui peut tomber sous le sceau de l'influence ou de l'intimidation. Je dis que je connais le problème. J'ai dit tout à l'heure qu'il travaille à Soapeti, non? C'est confirmé, non? Nous avons pris des décisions. Nous avons pris une disposition. Nous sommes en train de travailler après la saison pluvieuse. Le bâtiment sera occupé. Ces 3 questions hein, d'un auditeur là, avant d'un auditeur qui nous envoie ce message-là. 3 questions. Bonjour monsieur Barry, bonjour à votre invité. Est-ce que le RPZ, première question, est-ce que le RPZ n'a pas trahi le combat qu'il incarne? Première question. Deuxième question, l'inflation prend de l'ampleur dans notre pays. $1 est égal à 10 300 francs guinéens. Qu'est-ce qui justifie cela? Troisième question, pourquoi ne pas miser sur un autre candidat du RPZ Arc-en-Ciel, laisser Alpha Condé aller se reposer? Monsieur Barry Abdoulaye depuis Amdalaï. Il dit, est-ce que le RPZ n'a pas trahi son combat? C'est son point de vue. C'est son point de vue. J'ai dit que tout à l'heure, en matière de démocratie, il faut respecter l'expression populaire. Il faut respecter l'expression des militants. Il ne faut pas chercher à tronquer. En toute conscience, notre base a décidé. En toute conscience, nos militants ont décidé. Vous voulez que cela soit galvaudé, ce choix? Non. Je dis, loin s'en faut. Nous sommes fiers de notre champion. J'ai dit tout à l'heure certains bilans. Quand nous prenons encore le secteur minier, j'avance les chiffres. Aujourd'hui, au niveau des collectivités, à partir de l'ANAFIC, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, l'ANAFIC, dans son bilan, a présenté un budget prévisionnel de 491 924 250 000
financement propre. Caleta, c'est financement propre. La part de la Guinée dans Caleta, les 125 millions, c'est sur financement propre. Les investissements que vous voyez, la plupart, c'est sur financement propre. Il faut respecter cet homme-là par rapport à ce qu'il a incarné et par rapport aux actes positifs qu'il a posés sur le terrain. Mais évidemment, j'ai dit tout à l'heure, vous devez jouer votre partition. C'est ce que nous sommes en train de faire. Ouais. Vous devez vous déplacer. Vous enquérir de toutes les bonnes informations. Mais excusez-moi, par rapport monsieur le directeur, aujourd'hui, certains directeurs, certains ministres ne parlent pas, ils ont confié leur langue au chat. Il faut oser le dire. Rares sont des ministres qui ouvrent leurs portes aux médias, rares sont des directeurs qui acceptent de venir dialoguer directement, échanger directement avec le peuple, monsieur le directeur. Moi, je suis un militant convaincu, je vous ai dit tout à l'heure. J'ai suivi la marche et je continue à suivre la marche. Et ma partition, je n'hésiterai pas à la jouer et je vais continuer à la jouer. Il parle de l'inflation, il dit que l'inflation prend de l'ampleur, il dit $1, 10 300 francs guinéens. Oui, c'est réel. Ce taux de change-là n'est pas bon. Mais je dis, les bonnes pratiques, nous les utilisons. Mais imaginez, la maladie qui est là aujourd'hui, le Covid-19, est venue éroder tous les paramètres, tous les agrégats qu'on avait. Je vais vous raconter pour la petite histoire. Quand on était dans Ebola, les moins-values que nous avons constatées au niveau du budget, en 2014, il y a une moins-value de 191 millions de dollars. En 2015, il y a une moins-value de 315 millions de dollars. 506 millions de dollars de moins-value à cause de la maladie Ebola. Vous voyez l'ampleur de Covid-19. C'est plus qu'Ebola. Parce que là, c'est une abomination. C'est l'abomination de la désolation. C'est une pandémie finalement qui touche presque tout le monde, tous les pays. Pandémie. Vous voyez, les échanges, beaucoup de choses sont au ralenti aujourd'hui. Ça joue sur l'économie. Ça joue sur l'économie. Et c'est les perspectives qui étaient là, par exemple, quand on était à Ebola, les perspectives budgétaires étaient de 4,6% de croissance. Mais, patatras, avec la surveillance d'Ebola, on se retrouvé avec une croissance en berne de 0,1% par rapport au produit intérieur brut. La pandémie est là. Aujourd'hui, elle joue négativement. Elle est venue dans une situation où les perspectives, avec les levées de fonds, dans le PDNS, les levées de fonds en Guinée, étaient là annoncées. J'ai dit tout à l'heure quelque part, vous n'avez pas... Donc, les conséquences. Les partenaires techniques financiers n'accepteront pas d'accompagner un pays quand sur le plan économique, les paramètres que vous mettez, les données que vous avez à portée de main, les réformes que vous entreprenez, la gestion que vous faites, si elle n'est pas bonne, les institutions là, par exemple, la Banque mondiale et le Fonds, sont créées depuis 1944. Monsieur... La Guinée n'avait jamais engagé un programme pour l'aboutir. Monsieur le directeur, nous allons... Les lettres de noblesse ont été atteintes avec la remise de la droite de la dette et avec le cutus de la Banque mondiale et le Fonds. Ça se fait au temps de qui? Sur le leadership de qui? Il faut lui donner ce mérite-là. Oui. C'est sur le leadership du président Alpha Condé. 655 907 907 657 907 907. Nous avons un auditeur en ligne. Hein. Bonjour, messieurs. Oui, bonjour. Oui, votre nom, vous nous appelez d'où? C'est Baba Doumbouya d'Amdallah. Monsieur Baba Doumbouya, bienvenue dans cette émission. Vous avez une question pour notre invité. Hein? Oui, j'ai une question. Bonjour, monsieur Yayo. Bonjour. Voilà, j'appelle aujourd'hui en tant que citoyen, parce que je suis aussi militant du RPG. Mais s'il vous plaît, vous avez dit tout à l'heure que lorsque Alpha venait, l'inflation était à 21%. 21,7%. Ok. Reconnu dans le supplément économique et accepté par les partenaires techniques financiers au développement, la Banque mondiale et le Fonds, qui sont nos partenaires avec les... D'accord. Maintenant, en se basant sur des calculs, c'est un peu étonné. Si nous prenons aujourd'hui, en 2010, je crois un sac de riz était vendu à 200 000. Bon, ça fait qu'on devine. Maintenant, là, de nos jours, un sac de riz est vendu à 315 000.
Donc, ce qui porte à l'inflation à 31% et non 21%. Trouvez-moi le contraire si je me trompe. Merci à vous. Il parle peut-être de l'impact de ça, de ces réformes-là, de ces résultats macroéconomiques sur le panier de la ménagère. C'est à horizon. Ces résultats sont à horizon, court, moyen et long terme. Vous pouvez faire du bon travail, mais si il y a la surveillance de quelque chose qui est inconnu, et patatras, tout ce que vous avez engrangé de bon, tout est remis en cause. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vous ai dit qu'il y a la pandémie ici. Ça influe négativement sur les résultats économiques qu'on avait engrangés dans le passé. C'est un problème qui se conjugue au présent. Si par rapport au futur, les résultats que vous avez apportés demain, que vous avez engrangés sont bons, si le présent, tout est désarticulé, il va sans dire que les résultats vont être négatifs. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de douter? Le substratum, c'est quoi? C'est la volonté politique. La volonté politique est une déterminante importante. Cette volonté politique, elle est là aujourd'hui. Cette tendance-là, elle va être inversée. Quand il s'agissait d'Ebola, on avait reçu un formidable élan de solidarité. Mais aujourd'hui, quand tout le monde est touché, c'est une pandémie. Les frontières sont fermées. Tout est fermé. Les échanges internationaux, tout est bloqué. Les résultats vont être médiocres à l'intérieur. Les résultats vont être mièvres. Et c'est ces résultats mièvres que nous avons aujourd'hui en main. Il faut compter sur l'avenir. L'espoir est là parce que la volonté politique. Vous dites que les perspectives sont prometteuses? Les perspectives seront souriantes et heureuses. Les perspectives souriantes et heureuses parce que nous avons atteint un stade où, quand la pandémie sera boutée hors de notre pays, nous pouvons encore reprendre l'élan. Nous allons prendre le dernier auditeur au compte de cette émission, de ce numéro, au 655 907 907. 657 907 907. Nous allons donc prendre le dernier auditeur. Bonjour, messieurs. Oui, bonjour, monsieur Bari. Oui. Monsieur Silla Mamadou. Oui, oui. Merci. Très rapidement, monsieur. Et très rapidement, on a vu les différentes conventions du RPG, convention régionale, convention nationale, dont le choix a été porté sur M. Alpha Condé. Bon, est-ce que le fait de ne pas trouver un successeur valable, n'est-ce pas un constat d'échec pour le RPG? Parce qu'il faut trouver absolument quelqu'un qui puisse continuer les œuvres du président Alpha Condé, s'il y en a. Je voudrais que votre invité m'aide à répondre. Merci à vous, M. Mamadou Silla, de nous avoir appelé dans cette émission. N'est-ce pas un constat d'échec, selon lui? Cette question continue encore à être posée. J'appelle ça une épitaphe récurrente. On ne peut pas toujours dire, ah non, pourquoi lui? L'RPG est un parti structuré, organisé, qui est là depuis que les partis politiques ont été agréés, qui est l'un des partis les plus structurés. Alors, vous voulez que nous soyons à l'encontre du choix de nos militants? C'est pas démocratique. On ne peut pas vouloir épiloguer, ergoter une situation et avoir le contraire dans sa vision. Nous sommes démocrates. Nous devons respecter le choix de nos militants. Est-ce là un constat d'échec? Bien, ça, c'est un sentiment d'aveu, d'impuissance. Non, je dis non. C'est un parti qui est bien structuré, c'est un parti qui est bien organisé et c'est un parti qui, avec son champion, aujourd'hui, a de bons résultats palpables à portée de main. Alors, nous disons que notre champion peut continuer encore à conduire la locomotive avec beaucoup plus d'efficience, avec beaucoup plus de pugnacité, avec beaucoup plus d'enthousiasme débordant, parce qu'il est mu par un destin, une vision onirique pour la Guinée. Et c'est à cause de cette vision onirique pour la Guinée
que nous le soutenons. Ce n'est pas par fantaisie. Monsieur Mohamed Lamine Yayo, c'est la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir accepté de répondre à cette invitation. Je vous remercie infiniment. Je demande à tous les militants du RPG, à tous les niveaux, de se mettre en ordre de bataille. Les responsables à quelque niveau que ce soit, nous devons refuser de regarder nos militants avec condescendance. Nous devons faire en sorte que nous formons autour de notre champion une ceinture pour que par rapport au futur qui se dessine, que les échéances électorales, nous puissions les remporter de plus belle, dans l'intérêt non seulement du RPG, mais dans l'intérêt aussi du peuple de Guinée, qui sait aujourd'hui, quand vous prenez Bokeh, la situation de Bokeh avant aujourd'hui, à la faveur des fêtes de l'indépendance, quand vous prenez Mamou, à la faveur des fêtes de l'indépendance, quand vous prenez Zérekouré, à la faveur de l'indépendance, quand vous prenez les préfectures où il y a eu des traces indélébiles, quand vous prenez Kaleta, vous prenez Amaria, 450 MW, vous prenez Soapeti, je dis Soapeti, 450 MW, Amaria, 300 MW, Kaleta, 240 MW, alors que Garafi, par rapport au passé, n'avait que 115 MW, ce qui fera 1000 et quelques mégawatts. Ça, c'est des faits déjà qui sont inscrits, comptabilisés, indélébiles. Nous continuerons donc à soutenir ce champion-là pour que la Guinée soit un pays émergent d'Afrique, mais pourquoi pas le monde. Monsieur Mohamed Lamine Yayo, directeur général du patrimoine bâti public, membre du RPG Arc-en-Ciel, merci à vous d'avoir accepté de répondre à notre invitation. J'espère que d'autres cadres, d'autres fonctionnaires, puisqu'ils sont au service de la République, ils sont au service de la nation, accepteront de se soumettre à cet exercice-là, parce que comme l'a dit le président de la République, vous devez expliquer au peuple les réformes engagées. C'est important de venir dans cette émission et expliquer les réformes engagées donc sous le leadership du président Alpha Condé. Merci encore une fois d'avoir accepté de répondre à cette invitation. C'est partagé, c'est avec un plaisir immense, une joie sans borne que j'ai accepté de venir dans votre studio pour vous prêter à vos questions. Merci. C'est la fin de cette émission. Ce matin, les opérations techniques ont été conduites côté radio par Mohamed Kamara. Le service caméra est assuré par Alassane Simakan, l'enfant de Fria, Oumar Souma, l'enfant de Sougeta, c'est dans Kindia. Et Vaba Koivogi donc assure le montage de cette émission. Lui, c'est l'enfant chéri de la forêt. On se retrouve demain, Inch'Allah, pour un autre numéro. D'ici là, passez un excellent moment en compagnie du reste des programmes du groupe Évasion Guinée. Au revoir.